Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous accueillons Nicolas Hédier qui vient de sortir son troisième roman, Nouvelle Jeunesse, chez Gallimard. Merci à la librairie Tropisme de nous accueillir. Alors Nicolas Hédier, ce troisième roman qui vient après La musique des pierres dans la collection L'Infini de Philippe Solers et La ville noire chez Corlevour. C'est un roman foisonnant qui touche à la création artistique, à la notion d'identité, à la politique, à l'histoire de la Chine maoïste mais aussi post-maoïste. Il y a aussi la question de la filiation qui est très importante, qui traverse de part en part tout le roman. Ce roman évoque la vie très brève de Feng Lei, une jeune star anglo-chinoise du milieu underground de la Chine d'aujourd'hui, et en parallèle celle de Zhang Xiaopo, qui a été son camarade de classe, qu'il n'a plus revu par la suite et qu'il ne va recroiser qu'une seule fois au moment ultime, et on peut le dire puisque c'est annoncé dès le début du roman. Feng Lei meurt dans un accident de voiture, il est à moto, et sa moto percute violemment un taxi qui est conduit par Zhang Xiaopo, qui est, il faut le signaler aussi dès le départ puisque c'est dit, le sosie de Mao. Est-ce que dans ce roman, vous avez choisi finalement deux personnages typés? Est-ce que c'était pour finalement mettre en scène l'écartèlement, la dichotomie de cette Chine contemporaine? D'un côté, on a Feng Lei qui incarne une jeunesse moderne, qui écoute du rock'n'roll, qui est ouverte, qui en plus qui a une ascendance à la fois anglaise et chinoise, qui incarne cette ouverture de la Chine. Et de l'autre côté, Zhang Xiaopo qui est le sosie de Mao, donc qui est d'une certaine manière maintenant l'ancienne Chine. Est-ce que vous avez voulu mettre en scène cette caractéristique de la Chine d'aujourd'hui, qui est peut-être au milieu du gué et écartelée? Oui, enfin voilà, soyons précis. La Chine est aujourd'hui un des pays les plus importants en termes de géopolitique. C'est un pays qu'on connaît par l'intermédiaire de son histoire, en effet, l'histoire du maoïsme, l'histoire du communisme, qu'on connaît aussi par son développement économique extrêmement rapide, très grand, qu'on connaît finalement par ses grandes lignes de développement, que ce soit donc politique ou économique, mais qu'on connaît peu dans le détail de sa population. Et donc, avec Nouvelle Jeunesse, je voulais faire un livre qui ne soit pas que sur la Chine, mais qui soit sur donc, cette petite, infime proportion d'une population qui est urbaine, qui vit dans les villes sans pour autant signer en bas du projet de développement, que ce soit économique, politique ou géopolitique, et qui développe ce que j'appelle des libertés singulières. Donc la question est simple, c'est aujourd'hui en Chine et quelque part aujourd'hui dans le monde, comment est-ce qu'on fait pour être libre? Comment est-ce qu'on fait pour affirmer son individualité? Et donc j'ai, dans ce livre, créé deux personnages qui, l'un est une réussite dans le développement d'une liberté singulière, donc Feng Lei, et l'autre qui, malheureusement pour lui, est enfermé donc, dans une image qui est en effet peut-être aussi symbolique, celle de la Chine d'hier, celle de la Chine de Mao. C'est donc une confrontation que j'essaie de rendre très visible, très charnelle, puisque le livre commence par un accident de la route, du coup. Donc une confrontation entre deux visages de la jeunesse chinoise. Un visage qui s'affirme dans sa sauvagerie, qui s'affirme dans son individualité, et un autre qui, malheureusement pour lui, est encore pris dans l'histoire. La rencontre de ces deux personnages va créer un roman qui, à mon sens, est le roman de la Chine et du monde dans les années 2000. Le roman, donc, puisqu'il commence avec la fin, d'une certaine manière, avec la mort de Feng Lei, est construit sous la forme d'un long flashback, lui-même entrecoupé de flashbacks internes, je dirais, qui évoquent la vie de Feng Lei et en contrepoint quasi musical, puisque le roman est très musical, on va le voir, la vie de Zhang Xiaopo. Est-ce que, avec un rythme d'ailleurs qui est très tendu, très soutenu, on est à 100 à l'heure, on est à la vitesse de Feng Lei la plupart du temps, on boit beaucoup d'alcool, on fume, on prend des expédients, ça se termine de manière tragique. Est-ce que, enfin moi ça n'a pas été sans me rappeler les figures de la Beat Generation, que ce soit Kerouac ou Burroughs, est-ce que ce sont des ascendants que vous reconnaissez?
même dans l'écriture, je veux dire là, d'un point de vue strictement stylistique. Oui, la Beat Generation donc de Jack Kerouac et de ses amis est venue dans les lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une jeunesse qui est née à l'ombre du champignon atomique, qui est née à l'ombre de la sortie des camps de concentration. C'est une jeunesse qui a dû s'affirmer aussi en réaction à une histoire dont ils n'étaient pas forcément eux-mêmes responsables, et une histoire qui les écrase. Et pour sortir de cette histoire, pour encore une fois percer une ligne qui leur permet d'être libres et qui leur permet d'avoir une individualité dans cette liberté, ils doivent en effet briser tous les codes de la société. Donc dans les années 50 aux États-Unis, ça passe en effet par les voitures, c'est James Dean dans La Fureur de vivre, c'est Jack Kerouac dans Sur la route, c'est une manière en effet de vitesse, d'excès, et ces excès aussi sont symboliques. On utilise en effet la fête, le jazz à l'époque, Charlie Parker, The Byrds, on utilise la nuit pour ce qu'elle offre aussi de possibilités, de potentiel de liberté, d'affirmation de soi-même. Et de la même manière, en effet, je pense qu'aujourd'hui on est à une époque extrêmement embarrassée. Moi je suis un enfant des années 80, j'ai appris la politique avec le Front National, j'ai appris l'amour avec le sida, j'ai appris à aimer la nature avec la pollution, et c'est extrêmement lourd à porter pour un jeune comme moi, jeune plus si jeune qui a une trentaine d'années, et c'est un héritage dont nous sommes à la fois tenus pour responsables et en même temps nous ne sommes pas coupables. Donc il va falloir travailler avec ça, il va falloir avancer avec ça. Et la vitesse qui, à mon avis, est nécessaire aujourd'hui, cette affirmation de rapidité, de vitesse, dans la prise de décision, dans l'affirmation de soi-même, en effet, il y a un lien très fort avec la Beat Generation dans les années 50, de la même manière qu'il peut y avoir un lien très fort dans les années 30, la naissance du surréalisme par exemple, après la Première Guerre mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine, si on considère la Chine comme un peu symbolique de notre époque, de mondialisation, d'économie qui nous dépasse, de système politique qui réellement nous dépasse, eh bien si on considère la Chine comme un symbole de notre époque, la jeunesse chinoise, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et pour se sortir de ça, de cette tragédie, eh bien en effet il faut aller vite, et il ne faut pas avoir peur. Et c'est toute l'histoire du livre, c'est aller vite, ne pas avoir peur, ne pas regarder en arrière. L'histoire de nos pères ne nous concerne plus, il faut regarder devant. Mais regarder devant amène parfois aussi beaucoup de souffrance, de douleur et de difficultés. Alors, vous dites que nous sommes peut-être nous-mêmes la nouvelle jeunesse chinoise, ce qui me fait penser que Feng Lei, lui, l'incarne pleinement parce qu'il a un père chinois, mais en même temps, il a une mère anglaise et un grand-père qui est une pop star du rock'n'roll. Est-ce que vous avez volontairement voulu que ce personnage soit métissé ? Oui, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous des métis par notre découverte du monde, la facilité qu'on a à voyager, par les gens qui vivent avec nous, parfois même nos parents ou nos amis. On est tous dans une culture métissée. On n'est plus dans les cultures qui sont simplement repliées sur elles-mêmes. Et accepter justement cette ouverture, ce métissage est une nécessité. Et en même temps, Feng Lei, en effet, vous avez raison, sa mère est anglaise, son père est chinois, et c'est pas une histoire facile pour lui. Il a les yeux vairons, donc il a un œil noir, l'œil de la Chine, il a un œil bleu, l'œil de l'Europe, l'œil que peuvent avoir des Européens, et cette rencontre en lui est en soi aussi une vraie difficulté. Et il faut aussi, je pense, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, accepter le fait que le métissage est une évidence aujourd'hui, et en même temps n'est pas une facilité. Ça ne va pas être une histoire d'amour, simplement. Il va y avoir de la violence, il va y avoir de la tension, et ça va entrer en nous, c'est entrer en nous. Et donc il faut voir ces lignes de force, et je pense que si l'écriture a encore un sens aujourd'hui, dans le monde de l'image, du cinéma, de la multiplication des écrans, si l'écriture a encore un sens, c'est justement d'investiguer notre ADN, d'aller dans la fibre même de ce que nous sommes, ce que l'image ne peut pas montrer, ce que les écrans se refusent à voir, et l'écrivain doit aujourd'hui aller dans ces principales lignes de fracture de notre époque, et je pense que justement cette rencontre des cultures, des civilisations, des sangs, des visages, des yeux même, donc dans le cadre de Feng Lei, est une rencontre
que l'écrivain doit voir. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur la figure de Mao, parce que bon, avec Zhang Xiaopo, c'est très facile, puisqu'il est l'incarnation, il est le sosie, il a même remporté un prix de sosie en Chine de Mao. Mais chez Feng Lei, la figure de Mao n'est pas du tout absente, puisque d'abord, quand il était petit, son grand-père lui avait donné une pièce à l'effigie de Mao, donc il gardait précieusement en lui, dans sa poche, et il possède à un certain moment la fameuse toile d'Andy Warhol, qu'Andy Warhol a offerte, une sérigraphie qu'Andy Warhol a offerte au grand-père de Feng Lei. Donc, Feng Lei, en fait, lui, se construit une image de Mao, qui est peut-être qui intègre sa propre modernité, qui intègre la modernité de Feng Lei, je veux dire. Et cette synthèse qu'opère Feng Lei, est-ce qu'elle n'est pas fracassée au moment de l'accident par la vraie représentation de Mao, par le vrai Mao historique finalement qu'incarne son ancien compagnon de classe? Oui, Mao donc, en 1949 proclame la République populaire de Chine, et c'est un système politique qui est encore aujourd'hui vivant. Il n'y a pas eu de changement politique en Chine. De démaoïsation. Donc voilà, Mao est mort en 1976, c'est-à-dire hier. 1976, c'est hier. C'est à peu près au moment du choc pétrolier, du deuxième choc pétrolier. C'est hier, c'est donc une histoire très très récente. Et je pense que si nous allongeons un Chinois pris dans la rue au hasard sur le canapé d'un psychanalyste et qu'on lui demande de parler de son père et de la figure du père, eh bien je pense qu'il y a une forte chance qu'il vous parle de Mao. Mao envahit par son image, par son portrait, a envahi et continue à envahir la Chine. Écoutez, par exemple, Pékin, mégapole ultra moderne, tournée vers le 23e siècle. Des gratte-ciel, des centres commerciaux démesurés, les plus grands architectes du monde, français, américains, qui refaçonnent une partie du visage de la ville, des étrangers en masse, une population qui va croissante. 5% par an, en 2020 on sera à 23 millions d'habitants. Vous prenez Pékin, et bien au cœur de Pékin vous avez quoi? Vous avez la cité interdite, donc ancien palais des empereurs de Chine, de la dynastie des Ming, puis de la dynastie des Qing, les derniers empereurs. Et qu'est-ce que vous avez au fronton même de la cité interdite, l'équivalent du palais du Louvre pour Paris? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le portrait de Mao. Mao est partout, c'est un visage qui est non seulement en Chine, mais également dans le monde. Andy Warhol a, d'une manière très, très discutable, popularisé aussi le visage de Mao. Il en a fait l'équivalent pour nous de Marilyn Monroe. Il en a fait une icône de la pop culture. Aujourd'hui, sur des t-shirts de New York, vous avez Marilyn Monroe, vous avez Che Guevara, vous avez Mao. Et pourtant, Mao est peut-être le plus grand criminel du XXe siècle. Il y a une confrontation étrange, une sorte de non-dit à la fois psychanalytique, culturel et historique sur cette figure de Mao. Et Feng Lei, en effet, dont le père a arrêté d'écrire de la poésie en 1989 après avoir manifesté sur la place Tiananmen et avoir échoué dans son projet démocratique, Feng Lei, dont le père donc est mort d'une certaine manière, symboliquement assassiné par Mao, Feng Lei pensait en avoir fini avec Mao. Feng Lei le dit à un moment, il dit je ne veux plus entendre parler de ces combats des années 80, qu'il trouve absurdes, dépassés. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Est-ce que cet engagement underground, rock'n'roll, qui mêle beaucoup la poésie, on va parler aussi de poésie bien sûr, cet engagement alternatif, est-ce qu'il n'a pas supplanté l'engagement et la lutte politique frontale qui, les jeunes le savent, en Chine, serait inutile? Ils savent très bien que derrière, c'est l'armée qui sera dans les rues au bout d'un moment. Et c'est pour ça que Nouvelle Jeunesse, je ne l'ai pas écrit comme un livre sur la Chine. Je voulais aussi parler de la révolte fondamentale qui est en nous tous.
et cette manière Oui, de se révolter face à des systèmes qui sont tellement constitués. Mais là-bas, c'est un pays qui s'est ouvert, il y a une certaine liberté économique aujourd'hui, mais ça reste un pays sans liberté individuelle. Donc, c'est pas vrai, justement, Nouvelle Jeunesse et l'histoire de cette liberté individuelle. Alors, je veux bien croire que vous connaissez très très bien la Chine, en effet, mais c'est underground pour le coup, c'est-à-dire que ce sont des scènes de rock dans les quartiers, ce sont des scènes qui sont cachées, je veux dire, c'est pas des... Non. C'est su, c'est toléré, mais la police et le pouvoir central sait que cela existe, on laisse faire, c'est comme une soupape d'évacuation, mais justement on les laisse faire ça, et ça leur permet peut-être de ne pas justement faire de la politique dans les rues et engager... Écoutez, je pense que c'est malheureusement comme dans beaucoup de pays, y compris dans les pays, dans les nôtres, aujourd'hui la capacité de changement des systèmes est quand même très réduite. Donc d'abord, la première chose à faire si on veut changer quelque chose, d'abord c'est se changer soi-même. D'abord c'est affirmer ce qu'on est, affirmer ce que nous pensons, comment nous vivons, et affirmer une manière de vivre qui nous appartient entièrement, qui ne soit pas dictée par autre chose que nous-mêmes. Le rock, en effet, est né, héritage du blues, qui déjà était une révolte des esclaves dans les champs de coton et qui affirmait leur liberté et le fait que c'était des êtres humains, qu'ils existaient, malgré le fait que leur existence en tant qu'être humain était déniée par les exploitants, les esclavagistes. De la même manière, le rock est venu de ça. C'est une musique qui ne s'apprend pas. C'est une musique qui ne se joue pas, d'une certaine manière. C'est une musique qui se vit. Le rock, c'est un mode de vie. La musique déborde de la scène. Le rocker n'est pas simplement sur scène, le rocker est aussi celui qui écoute. Mettre un perfecto de cuir avec des badges, comme les Sex Pistols, God Save the Queen, c'est pas simplement artistique, c'est une manière d'affirmer quelque chose. C'est donc un moment. Après, c'est aussi un vacarme dans lequel il faut savoir tendre, à travers lequel il faut savoir écouter les petites voix, les petites lumières qui s'allument dans la nuit. Vous savez, c'est comme dans les concerts de rock, des moments que je trouve particulièrement beaux, lorsque les gens, à la fin d'un concert, lorsque le public sort son briquet et allume le briquet dans le noir. Et là, vous avez des moments de grâce. Et ces briquets, ces petites lumières, eh bien c'est ça. C'est l'affirmation d'une petite chose, très fragile certes, extrêmement fragile, une flamme, une petite flamme individuelle, tenue par quelqu'un. Mais toutes ces flammes qui s'allument les unes à côté des autres, en plein milieu de la nuit, à la fin du vacarme, de l'électrique, eh bien ces petites flammes forment une forme d'aube, forment un jour nouveau, un renouveau. Et je trouve qu'il y a une poésie extrême dans ces moments simples qui sont offerts justement par la musique, par le rock. Et cette manière aussi que la jeunesse a de se retrouver dans des lieux où elle sait qu'elle ne croisera pas ses parents, elle sait qu'elle ne croisera pas la police, elle sait qu'elle ne croisera pas les dirigeants, et elle sera quelque part entre elles, entre amis, et elle va se rassurer aussi, se rassurer et rassembler des forces, peut-être pour faire autre chose. Et c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. En lisant le livre, en fait, j'étais partagé parce que, pour ma part, je n'ai pas un grand amour pour le rock'n'roll et la musique pop en général. Cependant, je trouve qu'il y a deux choses. Vous mêlez à travers l'intérieur de votre personnage Feng Lei, rock'n'roll et poésie ultra contemporaine, avec des grandes figures de la poésie chinoise contemporaine, sans parler bien sûr de toute la poésie chinoise classique, la fameuse anthologie de la poésie chinoise parue chez Gallimard il y a quelques mois, oui, en Pléiade, est citée très très souvent. Livre merveilleux. Voilà. Donc on a Feng Lei, qui a été nourri par la bibliothèque de son grand-père, donc qui est un lettré, qui incarne un peu le poète lettré d'aujourd'hui, nourri de rock'n'roll. On ne peut pas ne pas l'aimer, ce Feng Lei, c'est pas possible, avec la culture gigantesque qu'il a. Et en même temps, le public, à quelques exceptions près, que d'ailleurs d'autres poètes, je veux dire, je ne peux pas ne pas penser au public du rock'n'roll classique, un peu paumé, peut-être sans culture véritable, et ne sachant pas peut-être remettre à sa place le rock'n'roll. Non, dans le livre, je décris pas le rock'n'roll, je décris le rock, le punk. Le punk chinois. Je décris des scènes qui sont très très underground, qui sont avant la commercialisation, qui sont
avant le côté hyper télévisuel et société du spectacle du rock. Parce que nous on a déjà cette... J'écris l'étape d'avant. Et justement un moment qui est très mal foutu, qui est très sauvage, qui est assez sale, qui n'a pas d'argent. Fengley, c'est le système. Il va chercher l'argent auprès de ce richissime collectionneur. Oui, bah c'est aussi tout le problème de l'art. Lorsqu'on crée quelque chose, il y a toujours un moment où eh bien, il y a les billets autour qui virevoltent et la commercialisation est peut-être la pire des dictatures pour un artiste. Le moment où le plus pur et le plus dévoué des poètes est caressé par l'argent, eh bien, il y a une difficulté à rester lui-même. Il fallait que Fengley aille contre tout. Donc il lui fallait aller en effet contre le système politique chinois, mais il lui fallait aller aussi contre la commercialisation extraordinairement grave de l'Occident. À Hong Kong, il y a 3-4 ans de ça, il y avait la foire d'art contemporain, la Art Basel. Ils avaient édité un t-shirt. Le t-shirt avait un slogan très clair en langue anglaise, « Taste is money ». Le goût, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, l'art contemporain, la musique, la littérature, une grande partie de l'expression artistique du monde est prise dans ce piège de l'argent. Et je voulais que Fengley soit aussi celui qui défie un petit peu ça, et qu'il aille, qu'il n'ait pas peur d'y aller, qu'il ne se mette pas dans une position de retrait, de pureté, blanche colombe dans un monastère. Non, je voulais qu'il aille au feu. Je voulais qu'il affronte en fait tous nos problèmes. Fengley, figure christique, le Christ était un grand rocker. Le Christ est arrivé, il a dit merde au maître. Il a dit je vais vous proposer quelque chose d'autre, de radicalement différent. C'était l'ami des pauvres, l'ami des prostituées, l'ami de tous les gens qui étaient rejetés par la société. Il a décidé de se mettre en marge complète vis-à-vis de la société de son époque, jusqu'à en effet décider, dans un grand geste hyper rock'n'roll, de monter en haut de la scène, de monter en haut du Golgotha et de s'offrir aux autres. Cette manière qu'il a de mourir est en effet, je ne sais pas si Jésus est rock ou si le rock est christique, mais en tout cas, tout ça est très relié. Il y a un art de la beauté, y compris même dans le sacrifice, que le rock en tout cas tente de retrouver. Beaucoup c'est exact. Il y a un dicton chinois qui m'est revenu en lisant un des passages, plutôt vers la fin. Fengley est usé d'une certaine manière. Déjà, il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait quantité de concerts, et beaucoup écrit déjà, publié. Il a une amie, Sam, et il lui propose d'aller vivre dans le sud. Donc de se retirer de Pékin, donc de la ville, du cœur palpitant, enfin il y a deux cœurs, il n'y a pas de Shanghai ou de Pékin, mais on sent qu'il veut se retirer du tumulte. Et ça m'a fait penser à ce fameux dicton qu'évoquaient les poètes chinois qui étaient rejetés par le pouvoir de l'empereur. Le ciel est haut, l'empereur est loin, c'est-à-dire loin du pouvoir, donc plus tranquille, et avec la possibilité de contempler la nature, le ciel et l'horizon. On est en Chine, et Simon Leys, Pierre Ryckmans, à qui vous dédiez d'ailleurs à qui je dédie le livre, puisque c'est un peu les habits neufs du président Mao, version année 2000. Si je peux me permettre une comparaison aussi prétentieuse, je voulais quand même rendre hommage à Pierre Ryckmans et Simon Leys. Simon Leys l'a dit très très bien. En Chine, l'éthique est une esthétique, l'esthétique est une éthique. Et on ne peut pas faire des belles choses, on ne peut pas être un grand calligraphe, un grand peintre, un grand poète, si on n'a pas une éthique. Et parfois, lorsqu'on est confronté à des systèmes qui sont détestables, qui sont injustes pour le peuple, qui ne sont pas des systèmes de bon gouvernement, si on veut continuer à créer, eh bien, il faut savoir faire un pas de côté. Et en Chine, les histoires sont très nombreuses de lettrés, fonctionnaires, qui à un moment déçus par le pouvoir, décident de s'éloigner, de se retrancher. Et c'est aussi le mouvement de la fin des années 80. Les années 80 en Chine, quand vous parlez à quelqu'un qui les a connus, généralement il y a des larmes dans les yeux. C'est un moment qui a été un moment d'espoir intense, absolument intense.
de création, d'ouverture à l'Occident. C'était l'arrivée des étudiants étrangers en Chine, les étudiants chinois partaient à l'étranger. C'est le moment où les artistes comme Huang Zhui, comme Wang Keping, comme Ai Weiwei aussi, comme beaucoup de ces artistes, c'est le moment où ils ont commencé à créer, faire des performances, aller de plus en plus loin. Leur liberté individuelle était très poussée. Et à un moment, ils ont voulu quelque chose de plus, ils ont voulu choisir qui allait les gouverner. Et là, ils ont réalisé que malheureusement, l'art n'était pas si efficace que ça. Et cette déconvenue terrible, meurtrière, sanglante, les a portés pour certains au suicide, pour d'autres à l'exil, pour d'autres à une radicalisation politique, et pour d'autres encore à un exil intérieur. La manière qu'ils ont eue, pour certains d'entre eux, notamment un personnage du livre, qui est un personnage réel, d'entrer dans le silence. Incarné par Lily. Lily a choisi un moment d'arrêter d'écrire. Le silence, la conversion aussi au silence, la conversion à la nature, le retrait. Quelque chose qui existe en Chine depuis toujours en fait, depuis toujours, et qui se prolonge aujourd'hui d'une autre manière. Mais c'est là aussi que la Chine est un pays absolument extraordinaire, c'est qu'il y a une forme de continuité dans... Mais alors pourquoi Feng Lei veut... dans certaines logiques. Pourquoi il veut quitter Pékin, trouver le calme, fuir le tumulte? Je pense que Feng Lei est quelqu'un qui est d'abord, il n'est pas que lui-même, il est sa génération. C'est dur d'être sa génération. Poète, un rocker, et par ses livres, dont le premier s'appelle Impossibilité de rien, tout est possible, il absorbe toutes les amertumes et les espoirs des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans en Chine. Ça devient difficile pour lui à un moment de supporter tout ça. Et il en est malade, réellement. Et il y a un moment où ça devient simplement insupportable. Et il veut peut-être se reconnecter avec lui-même, reprendre souffle, respirer. Et oui, il décide de partir de Pékin, comme beaucoup. Il y a plein de jeunes, rockers, artistes, poètes, qui ne supportent plus Pékin. Pékin leur offre le maelstrom initial, le chaos qui va leur permettre d'aboutir à une création Shanghai, forte. qu'on dit beaucoup plus vivante. Pékin, Shanghai, Chengdu, les grandes villes. Revenons un petit peu, si vous le voulez bien, à la notion de création artistique et surtout la relation entre le rock et la poésie. Alors je sais, en lisant le roman, j'ai pensé à Zenobia Nu qui a écrit sur Jimi Hendrix, dont l'écriture politique d'ailleurs est fortement influencée par la rythmique jazz et rock. Mathieu Chédid a mis en musique les poèmes de sa grand-mère André Chédid. Néanmoins, autant d'un côté littéraire, Chédid, on est du côté de la qualité, de la grande création poétique. Du côté musical, je suis plus perplexe pour ma part et instinctivement, ça me fait penser à Boulez et Marteau sans maître et le recueil de René Char. Voilà, d'un côté on est à la pointe de la création, poésie, littérature, et de l'autre côté, le rock, comme je le disais tout à l'heure, pour moi le rock c'est pas ma tasse de thé. Je pars du principe que le rock n'a strictement rien inventé d'un point de vue musical. C'est quelques accords, c'est une formule rythmique, j'exagère à peine, c'est la syncope. C'est un peu violent, mais je le pense vraiment. Voilà, est-ce qu'on pourrait... est-ce que réellement la poésie a à faire avec le rock? Alors d'abord, c'est amusant que vous citiez M, Mathieu Chédid. Mathieu qui a fait plusieurs concerts en Chine, qui est quelqu'un qui s'est pris de passion pour la Chine, qui a même une coproduction en ce moment avec une jeune rockeuse électro de l'extrême nord des plaines désertiques chinoises qui s'appelle AM444. Et donc Mathieu est quelqu'un qui a su justement voir la Chine très bien, qui a su écouter les harmonies chinoises de musique et utiliser aussi la Chine méga urbaine. Donc c'est une belle manière de parler aussi de tout ce livre. Ensuite, le rock, la poésie, c'est l'expression de soi-même avec une économie de moyens extraordinaire. La poésie, comme le rock, c'est en peu de mots dire le maximum de choses. Vous avez quelque chose, vous avez une colère, vous avez un amour, vous avez une volonté d'exprimer l'essentiel même, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y a une forme d'urgence dans cette expression, et vous allez au plus pressé. Vous allez au plus pressé, vous allez à l'expression la plus essentielle
Et vous allez là aussi directement vers le mot à l'état pur, le mot qui ne s'embarrasse pas de trop de choses, la poésie, le rock. Après, oui, le rock c'est pas une musique de technicien, encore qu'il y a des musiciens de rock qui sont des excellents techniciens. Oui. Mais c'est pas ça le rock. Le rock, c'est exprimer ce qu'on éprouve le plus rapidement possible et le plus fortement possible. Et ça, c'est poétique. Il y a une autre question qu'on n'a pas encore évoquée, si ce n'est la relation père, fils et petit-fils, c'est la notion de filiation. Puisqu'on travaille sur 3 générations à travers ce cercle de la vie de Feng Lei. Feng Lei lui-même, le petit-fils, son père, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a été brisé par le mouvement politique des années 80, écrasé au moment de Tiananmen, et la figure paternelle, mais anglaise, celle-ci, de Feng Lei, qui était une pop star du rock'n'roll, qui fréquentait tous les grands du monde, qui a été même jusqu'à être anobli par la reine, un moment d'ailleurs plein d'humour. Le livre n'est pas sans humour d'ailleurs, il y a quelques pointes comme ça de temps en temps assez drôles. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la question de la filiation? Je voulais en effet parler de ce que c'est que d'avoir des enfants. La difficulté aussi de pardonner, d'avoir... nos parents ont tous fait des erreurs, c'est normal, on en fait nous aussi. Donc je voulais interroger cette question, la question de la filiation et dans le pardon qu'on se doit finalement. Vous citez une très belle phrase d'Oscar Wilde sur le pardon. D'éprouver pour nos parents. Il faut savoir pardonner à tout le monde. Et je voulais aussi parler d'autre chose. Je voulais parler de la filiation des grands-parents. Et c'est vrai que le personnage du grand-père, Rick Springer, directement inspiré de J.J. French, le leader des Twisted Sisters, groupe de glam rock des années 70. Je voulais faire du grand-père une figure lumineuse, une figure qui, elle, n'est peut-être pas sans défaut, mais qui est adorable. Je voulais faire du grand-père une figure importante. Parce que je pense qu'être grand-père, c'est probablement un des plus beaux liens de filiation qui soit. On n'en est plus dans l'autorité, c'est une sorte d'éducation, enfin, Romain Gary par exemple parlait de l'éducation européenne. Et je pense que cette manière de parler de l'éducation européenne, c'est-à-dire une éducation sans frontières, ni de période, ni d'espace, une éducation pleine, qui apprend la liberté, c'est quelque chose, moi que mon grand-père par exemple, maternel, Philippe, m'a amené. Et je voulais rendre hommage en fait à des personnages que très rarement on aborde en littérature. On préfère généralement parler des mères, des pères, le roman familial, quoi, la cellule. Le grand-père est souvent oublié. C'est toujours Victor Hugo. Oui, et puis oui, voilà, exactement. C'est le seul. C'est le seul peut-être, peut-être pas le seul. Mais le grand-père est souvent oublié. Et je voulais faire du grand-père finalement celui qui est le personnage le plus lumineux dans le livre, celui qui va aider Feng Lei à devenir ce qu'il est, et qui va l'aider aussi par son énergie amusée. C'est un fauve, Rick Springer, c'est un fauve rock'n'roll, c'est un fauve qui adore manger manger en permanence. Il est assoiffé de vie et il communique cette faim, il communique cet appétit à son petit-fils. Et Feng Lei peut-être n'est pas très heureux, mais à chaque fois que Feng Lei est heureux, à chaque fois que Feng Lei voit le bonheur comme un soleil radieux, c'est probablement grâce à son grand-père. Donc je voulais parler de cette filiation, je voulais parler d'une filiation lumineuse, celle des grands-pères avec leurs petits-enfants. Et je reviens sur la première scène, la mort de Feng Lei. Elle a lieu à l'angle d'une rue. L'une des 2 rues, c'est la fameuse rue des fantômes à Pékin, qui est très célèbre pour ses restaurants et surtout pour ses lanternes rouges qui sont là pour, je crois, chasser les fantômes. Oui, vous avez raison. Oui. C'est pas un hasard s'il meurt là. Je veux dire, cette rue des fantômes, j'imagine bien que... Est-ce que ça signifie d'une certaine manière qu'on est rattrapé par ces fantômes un jour ou l'autre? Peut-être même au moment de la mort. Parce qu'en plus, ils sont tous là. Il a comme des hallucinations, parce qu'il est à l'agonie. La mort n'est pas instantanée, et il voit la figure du grand-père qui arrive. Oui, bien sûr. Voilà, tout le monde est là d'une certaine manière dans cette rue. Écoutez, moi je pense que lorsqu'on frôle, lorsque la mort arrive, lorsqu'on a un accident par exemple de voiture, puisque ça parle de ça, je pense que le cerveau, qui est une machine assez bien organisée,
vous permet en très peu de temps, le temps qui lui reste, de revivre en effet tout ce qu'il faut. Tout remonte, toutes les émotions, toutes les odeurs, toutes les saveurs, tous les visages, toutes les douleurs remontent. Et évidemment, donc il y a une sorte de flash qui se produit, qui est très romanesque en fait, puisqu'on si on capture ce moment, en fait on a le roman d'une vie à chaque fois, et une vie revisitée. Je voulais faire la même chose avec mon premier roman, La Ville Noire. Tout à fait. Dans La Ville Noire, le héros aussi est un héros qui meurt et qui, grâce à ce dernier flash de vie en lui, revisite entièrement sa vie, mais la recompose aussi, la recompose. Condamné à la réécrire, à la taper à la machine. Exactement. Il faut recomposer sa vie, c'est à la fois une condamnation et une bénédiction. Faut pas avoir peur des fantômes. Faut pas avoir peur des fantômes. En revanche, il faut savoir qu'ils sont là. Et il faut aller là où ils sont. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas ignorer leur présence, ni leur existence. Mais il faut y aller. La rue des Fantômes, en plus, c'est une rue plutôt sympathique à Pékin, en effet, avec ses lanternes rouges, ses restaurants, sa vie. C'est pas très loin non plus du quartier du Rock. Donc il y a une cohérence géographique. J'ai mis une carte de Pékin au début du livre, je voulais montrer cette cohérence. Et c'est aussi une rue qui offrait un bon décor pour le mot de la fin, pour les adieux de Fang Lei. Mais je voulais aussi que c'est lieu, en effet, dans une rue qui porte ce nom, la rue des Fantômes, pour aller contre les fantômes. Les fantômes, il faut leur parler, comme le diable. Il faut parler au diable, il faut le voir, il faut lui parler, il faut lui dire « je n'ai pas peur, approche, je vais te montrer ». Et on l'attrape, on en fait une boule, et on le jette. Et je voulais que Fang Lei fasse ça. Pour finir, j'aimerais qu'on évoque la dernière scène, avec la figure de Sam, la compagne de Fang Lei, dont on n'a pas beaucoup parlé. Elle contemple la sérigraphie d'Andy Warhol, qui représente Mao, nous l'avons dit. La fin est très apaisée. Nous savons que Fang Lei est mort, elle ne le sait pas encore. Est-ce que cette fin, en fait, permet d'espérer une forme de réconciliation de l'histoire entre ce passé qui ne passe pas en Chine, présence constante de Mao, son passé lourd, je dirais, et cette jeunesse qui est en attente d'autre chose, en tout cas d'une libération, d'une certaine manière. En fait, c'est ce que disait Jack Kerouac. Kerouac a dit ce qui m'intéresse le plus dans une histoire, c'est quand c'est fini. Et après, les choses vont se développer. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est Nouvelle Jeunesse n'est pas un roman fleur bleue, mais en même temps, je voulais que l'espoir et la beauté et la vie viennent finalement malgré les ombres, malgré les lourdeurs, malgré les difficultés de tout autour. Et oui, probablement à la fin, il y a quelque chose qui se produit, parce que ensuite, l'objectif finalement, c'est de donner vie à toute cette nouvelle jeunesse par ce livre, de la présenter aux lecteurs, de partager avec les lecteurs son énergie, sa vitalité, son humour, cette manière qu'elle a de vivre un peu malgré tout. Et j'ai aimé tellement, j'ai vécu quand même très longtemps en Chine et je pense que j'y retournerai, j'ai aimé tellement la fréquenter pour ce qu'elle a justement à apprendre de soyons pas trop malheureux parce qu'il n'y a pas tant de temps pour ça. Profitons un petit peu. C'est même pas de l'hédonisme, c'est savoir aussi laisser la place à la grâce. Et il faut savoir laisser la place à la grâce. Et la fin du livre, c'est peut-être un petit peu ça que j'ai essayé de faire. Je laisserai les gens le découvrir, mais laisser la place à la beauté et à la grâce. Merci Nicolas Hédier d'avoir répondu à nos questions. Merci à la librairie Tropisme de nous avoir accueillis et permis de présenter ce livre, l'un des livres, peut-être l'un des plus étonnants de la rentrée Gallimard. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Pékin est là, Fang Lei, ne t'inquiète pas. Il te suffit de fermer les yeux pour rester dans cette ville, conserver cette sensation d'espace immense, de dégagement vers le ciel. De fermer les yeux pour retourner une dernière fois au palais d'été, t'asseoir sur un banc de pierre en face du lac Kunming, entendre les cris d'enfants et les admonestations des grands-mères pleines d'allant qui veillent sur eux. Fang Lei, tu es et tu resteras un enfant de Pékin, de sa musique, de son rythme,
du déploiement d'espace horizontal et vertical qui rehausse sa beauté. Il te suffit de fermer les yeux pour retrouver les courants d'air de l'esplanade olympique, entre le stade nid d'oiseaux métallique et la piscine cubique, et de voir voler dans le ciel bleu acier ces minuscules cerfs-volants qui ne volent qu'une fois, avant de se briser en deux, un peu comme l'espoir qui nous a tous animés, et qui est derrière nous, aussi beau et fragile qu'un phénix en plastique à 10 yuan déjà prêt à renaître. Il te suffit de fermer les yeux, Feng Lei, pour rouler à toute vitesse sur cette ligne droite infinie, de l'autoroute de Tongzhou à l'est, à la route des montagnes aux pierres paisibles à l'ouest, traversant le centre des affaires vitrées du CBD, puis l'avenue de la Longue Paix et la place Tiananmen sous le regard de Mao Zedong, au-dessus des 100 drapeaux rouges et des estrades vides. Il te suffit de fermer les yeux et de te concentrer pour sentir sous les roues de ta moto japonaise une Hayabusa au moteur surpuissant, le grain du bitume de ce long trait d'encre noire qui traverse les 4 premiers cercles de la ville. Oh, Feng Lei, il te suffit de fermer les yeux pour sentir sous tes doigts la fraîcheur miroitée des briques bleues du temple du ciel. Il te suffit de fermer les yeux pour entendre la rumeur incessante de la circulation comme une ligne de basse, de fermer les yeux pour apercevoir les taches oranges des kakis dans les frondaisons enneigées des arbres de décembre, à moins que ce ne soit 1000 soleils qui descendent entre 2 gratte-ciel. Fermez les yeux, Feng Lei, pour remonter le temps et t'en jouer. Jouer avec le temps est l'apanage des poètes. Et dans la langue chinoise, tu aimes que poésie, shi, et temps, shi, soient si proches l'un de l'autre. Quand ta moto dérape et vient s'encastrer dans le capot de la voiture sombre, tu sais que la poésie va te servir à remonter le temps. Tu ne vas pas te laisser emporter avec naïveté par la mort, laquelle a pourtant mis toutes les chances de son côté. Feng Lei, tu connais cette ville par cœur et tu lui fais confiance. Tu es capable de retracer en pensée des itinéraires entiers, comme une chasse au trésor, une quête vers l'essence qui vous sauvera, toi et les tiens. Tu pourrais remonter, sans difficulté, le chemin qui mène au petit restaurant où Zhang Xiaopo s'inflige ses cuites hebdomadaires dont il ne garde aucun souvenir, si ce n'est l'effroyable Roland d'Ergoto, cet alcool à 53 degrés, dont la consommation est régulée par la santé publique, mais qui reste la boisson préférée des Lao Beijing, les vieux Pékinois. Tu sais parfaitement qu'en prenant à gauche, en direction de la rue dite des Fantômes, puis à droite, vers les 2 tours coiffant le nord de la cité interdite, et continuant jusqu'à la rue Goulodong d'Atier, tu reviens au Temple. Immeuble de 2 étages, dérobé dans le renfoncement d'une cour semi-industrielle, scène ouverte aux rockers et bar connu de tous les aficionados de la musique amplifiée. En grimpant les marches du petit escalier sur la droite, à l'entrée, tu arrives dans la salle principale. La musique est éteinte. C'est là que tu as passé la nuit, avec plusieurs de tes amis. Vous avez laissé derrière vous des bouteilles de bière vides et des barquettes de plats commandés au restaurant voisin, entassés pêle-mêle sur une grosse caisse tamponnée par la douane maritime. Sam, ange au visage d'enfant fatigué, est encore là, dans la cour déserte. Elle aurait préféré que tu ne partes pas si vite, mais elle n'ignore rien de tes gestes impulsifs. Elle est habillée d'un t-shirt multicolore et de jeans déchirés. Ses cheveux sont ébouriffés et ses avant-bras tatoués de volutes d'encre nuit. Elle caresse son ventre avec douceur. Vous avez deviné à ce geste qu'elle attend un enfant. Peut-être est-ce pour cela que tu es parti si vite. Elle pense à toi. Ils pensent tous à toi, Feng Lei. Tu viens de leur offrir une des grandes soirées de leur vie, en même temps qu'à une foule compacte de fans convaincus et de noctambules de passage. Sam est là, où tu avais garé cette moto dont la neige a dessiné le contour de l'absence. Elle t'attend, jusqu'au moment où la sonnerie de son portable viendra déchirer le velours blanc du silence.